il faut qu'on avance sur des mesures qui isolent Israël sur le plan politique, diplomatique, économique. Et il n'y a que ça, il n'y a que ces sanctions, comme on l'a fait avec l'Afrique du Sud, qui permettra d'isoler en fait cet État dans sa politique et dans ses pratiques à l'endroit des Palestiniens pour enfin avancer sur des perspectives de justice. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Bienvenue le chat en public. Bienvenue le chat en direct sur Twitch. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez faire du bruit la station Gare des Mines ce soir? Est-ce que vous allez faire du bruit dans le chat ce soir? Eh bah écoute, on les entend pas. Bah, c'est pas grave, on vous écoutera pas ce soir. On vous parlera pas ce soir, le chat. En tout cas, bienvenue. Merci beaucoup de vous être déplacés aussi nombreux et nombreuses. Merci aussi à la station Gare des Mines de nous aider à organiser cette incroyable soirée. Donc c'est le Zawa Show, c'est le numéro 2, avec un setup beaucoup plus ambitieux que d'habitude. Et voilà, mais maintenant je vais simplement vous présenter ce que vous allez suivre pendant toute cette soirée. Dany et Raz, jusqu'ici. Ça va les gens? Comment ça va le chat? On t'entend pas frère. Ah bon? Non. Ça dit quoi? Ouais, vous nous entendez, c'est très bien. J'espère qu'on nous entend sur le live. Bon, il y a du monde hein? Ouais, pas encore, ils sont tous assis là. Moi je suis pressé qu'il y en ait ceux debout là, vous allez pas vous asseoir, vous en avez pour 2 heures. Bonne chance. Bonne chance. Vous pouvez aller boire des coups, n'hésitez pas. Si vous voulez aller au bar pendant la discussion, vous vous sentez pas gêné. Allez boire des coups, voilà, juste foutez pas le bordel et puis voilà, ça devrait bien se passer. Je pense on va pas perdre de temps. Ouais. On va lancer, on va y aller hein. On a une femme occupée avec nous. Exactement. Donc il faut qu'on l'accueille assez vite. Est-ce que ça serait pas le moment que tout le monde applaudisse bien fort quand même? Rima Hassan! Bienvenue. Merci de votre accueil. Bah, merci à toi d'être venu. Hein. Ouais. Merci, ça me fait chaud au cœur, merci. Ça va? Dure semaine, non, un peu? Franchement, ouais, là, c'est... Je sais pas ce que ça vous fait, vous, d'accueillir quelqu'un qui est convoqué pour apologie de terrorisme, mais oui, effectivement, c'est compliqué en ce moment. Non, ça va, on le vit bien, t'inquiète. On est prêt, on assume, il n'y a pas de problème. Bah, c'est surtout pour toi, là. Ça veut dire que ça s'accélère, quoi. C'est de pire en pire, le contre-feu à Rima Hassan et à toutes les voix pro-palestiniennes s'intensifie. Mais ça n'a pas l'air de te faire plier. Non, surtout quand on sait qu'il y a derrière, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, peut-être en détail, je sais pas, mais quand on voit qui sont les organisations qui sont derrière en fait, ces procédures, ça m'honore plus qu'autre chose, parce qu'en fait, c'est des associations qui sont très proches du régime israélien, donc ça veut dire qu'on inquiète et qu'on fait peut-être peur, justement, et qu'on dérange ceux qui défendent absolument le régime israélien. Donc non, on va se défendre jusqu'au bout et puis continuer à se battre pour ce qui est quand même clé dans notre société, cette liberté d'expression et de pouvoir s'engager pour toutes les causes qui nous tiennent à cœur. Je crois que j'ai vu un tweet où tu disais que c'est les mêmes qui sont derrière Guillaume Meurice aussi, c'est ça? Ouais, c'est la même organisation qui derrière des dizaines de plaintes, et honnêtement, je suis même un peu gênée qu'il y ait autant de médiatisation autour de mon cas ou de celui de Mathilde Panot, parce qu'en réalité, on est les plus privilégiés, parce que nous, on a des tribunes pour pouvoir se défendre, on a des tribunes médiatiques, on a des tribunes politiques, on a une visibilité. Et en fait, moi, j'ai appris qu'il y avait des dizaines de personnes, notamment des gens ordinaires. Quand je dis des gens ordinaires, c'est que ce ne sont pas des personnes qui sont des personnalités publiques et qui sont aussi ciblées par ces procédures. Et il y a des conséquences très graves, très concrètes pour certaines de ces personnes. Certains ont perdu leur boulot, ont subi vraiment des intimidations qui allaient jusqu'à vraiment les isoler.
Et là, je pense à des syndicalistes, à des militants, voilà, qui n'ont pas cette chance que nous avons d'être là, d'avoir une tribune et de pouvoir en parler, de pouvoir se défendre. Donc, et Guillaume Meurice, effectivement, il fait partie de cela. Enfin, je rappelle que Guillaume Meurice a été menacé de mort et qu'il a aussi failli perdre son travail. Donc, bien sûr, il fait partie aussi de ces voix privilégiées dans le sens où il a une médiatisation et une tribune pour pouvoir se défendre. Mais voilà, je veux aussi avoir une pensée pour toutes ces personnes qui n'ont pas la chance que j'ai de pouvoir s'exprimer. Et voilà, sur ça. Bien sûr, parce que t'es devenu un des visages de plus en plus importants de la cause palestinienne en France. Et, justement, c'est bien de rappeler des fois que t'es peut-être pas toute seule et qu'il faut encourager d'autres gens aussi à venir à tes côtés, quoi. Est-ce que des fois tu te sens pas presque isolée, même médiatiquement, on dirait qu'on te place, tu vois, comme celle qui défend la Palestine, presque la seule, alors qu'au final il y en a plein d'autres autour, tu vois. Non, c'est vrai. Alors, moi, je dis souvent que ce que je suis parle plus que ce que je dis. Donc, de par mes origines, de par le sujet qui est extrêmement, effectivement, chargé, il y a une forme d'essentialisation qui est faite, je pense, à des personnes qui sont d'origine étrangère en France, d'une part, mais il y a une cristallisation qui peut être plus importante sur la question palestinienne, tant cette question est chargée politiquement et aujourd'hui sur le plan médiatique. Mais je me sens pas, en tout cas, je me sens de moins en moins isolée. Je me sens plus essentialisée. Et ce qui est très drôle par ailleurs, parce que dans mon parcours professionnel, il n'y a pas une seule expérience qui est liée à la question palestinienne. Ah oui, c'est ce que j'allais demander, parce que en vrai, les gens connaissent moins ton parcours, tes études sur les questions de droit international, etc. Et même, tu parlais de tes origines, mais tu es né apatride dans un camp de réfugiés en Syrie, c'est ça? Et tu as obtenu la nationalité française à 18 ans. Donc c'est une enfance assez particulière, ça. Peut-être que tu peux nous dire quelques mots, parce que c'est un parcours, je pense, qui est inspirant. Hein, je pense pas me tromper en regardant la salle, pour beaucoup de gens, quoi. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai une identité qui se définit beaucoup par l'exil. Et donc pour ceux qui me connaissent, j'ai en fait essentiellement travaillé dans ce domaine. Donc je vais rapidement peut-être me présenter sur ce parcours-là. Donc moi je fais partie des Palestiniens qui ont été... là, je fais partie des descendants, mais je suis une descendante de la Nakba. Donc la Nakba, c'est ce qu'on appelle la catastrophe en arabe littéraire. Et elle fait référence à l'expulsion de 800 000 Palestiniens en 1948, au moment de la création de l'État d'Israël, au moment où il y a eu le découpage des territoires en 1948. Et donc les Palestiniens qui vivaient sur les territoires, ce qui sont devenus les territoires israéliens, ont été chassés pour la plupart. Et donc ma famille a vécu ces expulsions. Et nous, on a été installés dans les camps de réfugiés en Syrie, donc dans le camp de Nerab, plus particulièrement, qui est juste à côté de la banlieue, qui est dans la banlieue d'Alep. Et je suis née dans ce camp, comme mes parents y sont nés. Vraiment, on y est installés dans ma famille depuis 5 générations, quoi. Et le statut particulier des réfugiés palestiniens, comme ils revendiquent précisément un État, ils sont apatrides. Ils n'obtiennent pas la citoyenneté syrienne, comme c'est le cas aussi au Liban par ailleurs, parce qu'il y a des camps dans toute la région. Il y a 58 camps palestiniens dans la région. Et ils sont à la fois réfugiés, ils revendiquent leur droit au retour qui est consacré par les résolutions des Nations Unies auxquelles Israël s'oppose pour des raisons démographiques. Et par le même temps, ils n'obtiennent pas effectivement de citoyenneté du pays qui les accueille. Donc on a un statut de réfugié apatride. Et moi, je suis vraiment arrivée en France par hasard. Je crois que c'est pour ça que j'ai une forme de culpabilité, je pense, si je m'éloigne de ces sujets, parce que je me sens sauvée de quelque chose. Et je suis sortie en fait de ce camp parce que ma mère a divorcé de mon père et qu'elle a simplement voulu quitter ce camp et sauver ses enfants des conditions de ce camp. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en France et que j'ai été naturalisée française. Donc après, voilà, j'ai fait des études de droit et je me suis spécialisée sur la question des réfugiés. Ouais, c'est ça, tu t'es dit, du coup, donc il y a cette culpabilité qui t'a amené vers ça naturellement, c'est ça ? Oui, quand je dis culpabilité, c'est que je pense qu'il y a plein de gens dans la salle aussi qui peut-être se reconnaissent dans quelque chose, de se dire « Ah, moi j'ai échappé à ça », ou je sais pas, par exemple, je suis sortie de ma classe sociale, ou je m'en suis sortie alors qu'autour de moi les gens s'en sortent pas forcément. Et mon existence, elle a aucun sens si je me retourne pas et que j'ai une pensée où que j'investis pas en tout cas ma vie et cette chance-là pour continuer à parler de ceux
qui n'ont pas eu cette chance de sortir de leurs Une conditions. sorte de voix pour les sans-voix, quoi. Tu penses à tous ceux qui n'ont pas eu cette chance et pour qui, du coup, tu peux potentiellement t'exprimer. Tu as cette notion peut-être de porter ça avec toi, de te dire... C'est un lourd fardeau, en vrai, à porter sur les épaules. J'imagine qu'il y a des jours, tu te dis « Ah, est-ce que je suis légitime ?» Et d'autres où tu te dis « Bon, en vrai, c'est important. » Non, mais je trouve ça intéressant, en vrai, cette dimension psychologique-là, parce que c'est derrière nos vies militantes, derrière nos parcours. Souvent, C'était sûr, ça allait te plaire. On parle de philo et moins de politique. Chez lui, t'étais heureux. Lui, c'est le philosophe du duo, c'est pour ça. Mais ça lui a fait plaisir. Il n'y a pas comme après, c'est bon, on va parler. Oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est fou que tu parles de la question de la légitimité parce que, comme moi, je suis des camps palestiniens, on a forcément un déracinement, un éloignement avec la terre. Et ce, depuis 1948. On vit avec un référentiel temporel et même sur les espaces qui est particulier quand on a toute sa vie qui a été conditionnée dans un camp. Et aujourd'hui, être définie comme la porte-voix ou la représentante de la cause palestinienne, moi, je suis jamais allée en Palestine. J'ai jamais pu y aller parce qu'on ne bénéficie pas du droit au retour. Donc, c'est une terre à laquelle je n'ai pas accès. Vous toutes et tous dans la salle, vous avez plus de droits sur ma terre que moi-même. Ça, c'est une réalité, il faut en avoir conscience. Quand on parle de privilèges, là, c'est très concret. Vous pouvez tous aller demain en territoire palestinien, en Israël. Moi, je ne peux pas y aller. Donc, la question de la légitimité, c'est vrai qu'elle est en moi. Il y a des moments où je me dis, mais moi, je n'ai pas grandi là-bas. J'ai grandi dans des camps palestiniens. Donc oui, j'ai été conscientisée et élevée avec l'identité palestinienne et avec aussi un discours militant sur la condition palestinienne. Mais j'ai jamais vécu sur cette terre, donc c'est un dilemme, mais en tout cas je me sens quand même à ma place et avec ça je suis en paix et je crois que je suis dans mon rôle de continuer à militer sur ce sujet. C'est vrai, c'est beau. Bravo. Ouais. C'est intéressant parce que moi je suis très j'ai le défaut, je regarde beaucoup les gens, les tweets, les personnalités comme toi, et les gens qui te répondent, tu vois. Et je vois beaucoup l'extrême droite, il y a deux critiques, c'est ceux qui disent « retourne-y, t'as rien à faire là », et ceux qui disent « mais t'y es même pas allé ». Tu vois. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que les deux reproches peuvent exister dans le même camp politique où ils se permettent de te reprocher de pas y être ou de reprocher de pas y être allé. Tu vois, en fait, quel que soit ton parcours de vie, en fait, ils veulent pas de toi, quoi. Ça veut dire que c'est là que tu vois que c'est hypocrite. Ah ouais? Ouais, il y en a un troisième, si tu regardes bien, t'as pas assez bien regardé. Il y a beaucoup de fachos qui veulent me nier mon identité palestinienne et donc qui me disent tu es une Syrienne. Ah oui, c'est vrai. C'est quand même fou d'avoir affaire à des gens qui, j'ai l'impression qu'ils, je sais pas, ils prétendent vivre dans mon portefeuille, quoi, dans mon sac à main. Et donc j'ai pas de nationalité syrienne. Et j'ai beau le rappeler, j'ai beau dire, mais le statut des Palestiniens, c'est documenté. Ils ne sont pas naturalisés depuis 75 ans en Syrie. C'est même pas une revendication d'ailleurs, parce qu'ils veulent rentrer sur leur terre. Et il y a donc ce troisième argument. Donc effectivement, il y a ceux qui me disent retourne-y, et j'ai envie de leur dire mais j'aimerais bien. C'est la revendication des réfugiés palestiniens, c'est de pouvoir bénéficier d'une citoyenneté comme les franco-israéliens qui ont la double citoyenneté et qui peuvent les faire cohabiter. Nous, les réfugiés palestiniens, on peut pas en bénéficier. Et ceux qui me disent effectivement bon, tu n'y es jamais allé, mais pareil, qui comprennent pas que en fait je ne peux pas y aller et qu'on ne bénéficie pas de ce droit au retour. Et le troisième, c'est des gens qui veulent me nier mon identité palestinienne et qui affirment mais matin, midi, soir que je suis syrienne et il n'y a rien à faire, quoi. Ils sont têtus sur ça. Et comme si ça changeait quelque chose, même si tu l'étais ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est ça que je trouve intéressant aussi, ils ont l'impression de retrouver un argument massu, que ça soit les trois propositions, comme si ça changeait quelque chose au fond de tes paroles. Après, c'est là que tu vois leur etc., mauvaise foi, quoi. Oui, c'est ça. Qu'ils trouvent peu importe quoi. L'hypocrisie, ouais. Israélais te dira bah voilà t'es envoyé par le Hamas, enfin tu vois. Et en fait c'est le principe de l'extrême droite, hein. C'est qu'ils vont trouver n'importe quoi pour essayer de décrédibiliser ta parole, quoi. Et justement pour continuer un peu là-dessus, dernièrement tu as décidé de rejoindre les élections européennes en tant que candidate sur la liste avec la France Insoumise du coup.
un move que certains, tu vois, ça peut poser des questions parce que toi, t'as beaucoup travaillé dans des ONG, t'as beaucoup travaillé dans des trucs comme ça, et on pourrait se demander, est-ce que c'est enfermer ta parole? Est-ce que c'est te limiter de rejoindre un parti politique? Est-ce que t'es angoissé peut-être de pouvoir moins en dire sur certains trucs, voir, tu vois, alors un parti, il y a une ligne, il y a un truc à suivre, de se faire récupérer, utiliser. Donc ça, c'est l'argument. Moi, là, donc nous, on va le dire parce qu'il est beaucoup dit, le truc de utiliser Rima Hassan pour faire voter les banlieusards, en gros, voilà, tu le connais, il n'y a pas besoin de te l'expliquer. Tu vois, je sais pas quel est ton sentiment par rapport à ça. Bah, moi, je veux quand même dire quelque chose, c'est que... Puis après, je vais revenir aux raisons qui m'ont poussée à m'engager. Mais je suis très attachée à la question de la démocratisation de la politique. Et en fait, démocratiser la politique, c'est considérer qu'on peut y entrer et en sortir quand on veut. Parce qu'en fait, la politique, c'est nous... C'est notre place de citoyen d'abord. Et on ne peut pas d'un côté dire « Ah, mais c'est devenu un monde de technocrates, de gens qui se professionnalisent en fait, dans la politique, qui ne font que ça ». Si nous, à un moment, on ne se dit pas bah, « Attends, moi aussi, sur ce que je porte, sur ce que je suis, ce que j'ai à dire, sur ma formation, sur mes compétences, bah, je peux me sentir aussi légitime d'y aller, de faire un mandat, mais d'être à ma place, pas de se dire en fait ça va être un taf à vie et puis voilà, je vais faire que ça. Mais de se dire il y a un moment, il y a une rencontre qui font que je vais prendre 5 ans de ma vie, 10 ans de ma vie pour agir sur un sujet qui me tient à cœur et qui, en fait, est au cœur aussi de préoccupations de beaucoup de citoyens. Et bon, pour moi, ça a été vraiment le croisement de ces deux éléments, c'est-à-dire que ce qui fait que je saute le pas, c'est que je suis attachée à cette question de la démocratisation de la politique. Pour moi, la politique, elle doit être ouverte à chacun, à toutes les classes sociales, à toutes les origines. On doit vraiment pouvoir se dire en tant que citoyen, je peux y aller et je peux avoir une place et je vais me battre pour. Le deuxième élément, c'est qu'il faut le faire au bon moment et avec les bonnes personnes. Et c'est vrai que sur le moment, bah, je pense que voilà, j'apprends rien, je vous apprends rien. Ici, t'inquiète. Non, mais je veux dire, il y a un moment qui est extrêmement important là sur la question palestinienne où l'Union européenne a un rôle qui est crucial. On le détaillera peut-être tout à l'heure, mais on se leurre à se dire qu'en fait c'est un sujet lointain parce que tout se passe en réalité, notamment dans les pays occidentaux qui offrent une impunité totale à Israël, qui passent encore des accords avec Israël alors qu'elle commerce dans les colonies, dans les territoires occupés, qui arment aussi Israël. Il y a énormément d'enjeux qui se passent sur ces pays européens. Et puis en fait le dernier élément, c'est avec qui on veut agir. Parce qu'on peut se dire, oui, j'ai grave envie d'agir, envie de m'engager et de porter des sujets, mais si j'ai pas le bon espace militant pour le faire, ça marche pas. Et la France Insoumise, quoi qu'on en pense, ça a été quand même le seul mouvement qui a été hyper carré sur le sujet, qui l'était bien avant. Moi, je les ai rencontrés aux journées d'été. Donc et ouais, aux amphis voilà, d'été. Mais en fait, c'était un des rares partis qui avait un espace de débat sur la Nakba. Donc ce que je viens de vous raconter et comment en fait la Nakba on la raconte aujourd'hui. Et ça faisait même pas l'actualité, la question palestinienne. Et ben ils l'ont quand même mis au cœur des éléments de formation, de sensibilisation auprès de leurs militants. Donc bah, pour moi, c'est évident quoi, de les rejoindre. C'est vrai que avant les terribles attaques du 7 octobre, c'était un sujet qui avait, on dirait, disparu de la gauche. Parce que je pense que pour beaucoup, notamment les plus anciens ici, c'est un sujet qui était très important pendant très longtemps à gauche. Ça faisait presque partie du b.a.-ba du militantisme, même forcément des gens qui ne sont pas forcément experts de la situation, mais qui savaient que voilà, il y avait une colonisation, qu'il y avait quelque chose qu'il fallait dénoncer, etc. Et ces 10 dernières années, on a eu l'impression que ça avait un peu disparu, que certains n'osaient plus trop en parler, que c'était devenu... Non, nous, on nous l'a dit. Nous, il y a eu des gens qui sont des gens qui ont des voix qui portent à gauche, qui ont dit la Palestine, ça n'intéresse plus. L'international, faut pas y aller. La Palestine, le sujet a été pourri par l'extrême droite, ce qui est peut-être en partie vrai. Donc, tu vois, l'époque soralienne, bon, bref. Mais il y avait un truc, un rejet. Et là, ça a ressurgi. Et surtout, ça a recréé des clivages, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, la question palestinienne qui est centrale en France, tu l'as dit, je crois, à France Inter, tu en as parlé. Comment t'expliques ça cette omniprésence, cette importance, ce truc qui est autant au cœur des gens ou dans les détestations des autres de la question palestinienne? Voilà, il y a plein d'éléments, mais je vais essayer de faire court. Ouais, déjà, bien. je vais rappeler que sur les éléments historiques, la France est en partie quand même responsable et liée à ce qui se passe dans cette région. Il y a des accords que peu de gens connaissent qui s'appellent les accords Sykes-Picot, qui ont été adoptés
secrètement entre les Britanniques et les Français sur le découpage de la région après la défaite de l'Empire ottoman. Donc c'est les Britanniques et les Français, enfin je dis ça, les Britanniques et les Français, c'est deux hommes en fait, Sykes-Picot, qui ont découpé toute la région. Donc le traçage que vous connaissez actuellement des frontières du Liban, de la Syrie, de l'Irak, de la Palestine, ce sont en fait les Français et les Britanniques qui les ont tracés pendant ces accords. Et ensuite, ils ont posé leur mandat sur ces pays. Vraiment de façon arbitraire, comme sur plein d'autres colonies, quoi. Et donc la France a une responsabilité déjà historique sur cette région, puisqu'elle a participé quand même à l'avenir même politique de cette région. Ensuite, il y a eu la création de l'État d'Israël. Je veux dire, on a quand même en France, avec l'Allemagne, une dette mémorielle qui est extrêmement chargée s'agissant de la Shoah. La création de l'État d'Israël a quand même été pensée en partie en réponse à l'antisémitisme européen et qui malheureusement en est arrivé à ce point de l'extermination du peuple juif qui s'est opéré en Europe et donc notamment en Allemagne et en France. C'est un sujet qui est très douloureux dans notre société, donc qui est encore une fois extrêmement chargé. Et donc la France est aussi un pays qui a colonisé d'autres terres et d'autres peuples, dont certains descendants vivent aujourd'hui en France. Et donc on a à la fois une dette mémorielle vis-à-vis du peuple juif. Donc le rapport qu'on a avec Israël est quand même très particulier au nom de ce passif. Et en plus, on est dans un pays qui a également un passif s'agissant de la colonisation, dont aujourd'hui les descendants s'identifient très naturellement à la cause palestinienne, c'est-à-dire qu'ils voient en la Palestine à juste titre, et ça a été rappelé même par des gens de droite comme Villepin, que pour nous la mémoire, c'est la mémoire de la Shoah, en tout cas en Europe, mais la mémoire pour beaucoup de gens aussi, qui vivent en France, qui vivent en Europe, c'est la mémoire de la colonisation. Et donc, ils se voient en fait en la cause palestinienne quand ils se pensent eux-mêmes dans leur histoire, dans leur identité. Et en plus, là, il y a un parallèle, je pense, qui joue là-dedans, c'est qu'il y a une montée... bon, j'ai envie de dire, la France a toujours su être bien raciste, mais il y a une montée en ce moment du fascisme, des discours d'extrême droite, des discours racistes. Et notamment islamophobes. Voilà. Et je pense que l'identification est d'autant plus forte que justement, il va y avoir de plus en plus un amalgame arabe, musulman, pro-Palestine. On mélange tout, alors qu'il peut y avoir des gens qui ont des opinions diverses. On mélange tout et on dit, bah voilà, vous voyez bien, tout le monde est antisémite, ceux qui sont pro-palestiniens, et même du coup, le moindre musulman ou le moindre soutien antiraciste va être très vite qualifié de, comme toi hein, actuellement, qualifié de soutien au terrorisme, antisémite, etc. C'est des choses qu'on voit énormément passer en ce moment. Donc je pense que ce processus d'identification, il est d'autant plus fort pour aussi des choses qui concernent les Français directement, quoi, qui se sentent visés déjà par un racisme d'État. Non, totalement. Et puis après, s'agissant de la question de l'antisémitisme, en fait, c'est parce qu'il y a une confusion aussi sur ce qu'est le sionisme, qui est quand même au cœur de la création de l'État d'Israël. Et le sionisme, c'est une doctrine politique qui a deux dimensions. Il y a une dimension nationale, donc la création d'un foyer national juif, et il y a une autre dimension qui est coloniale. C'est-à-dire que les moyens qui ont été pensés pour la création de ce foyer, même par les fondateurs du sionisme, c'est de poser les termes d'une colonisation. C'est-à-dire que les Palestiniens sont définis comme des barbares, qu'il faut coloniser, qu'il faut expulser, etc. Et d'ailleurs, le vote des Nations Unies qui a eu lieu en 1948, il n'a pas inclus les Palestiniens. Donc les Palestiniens ont toujours été perçus comme des sujets colonisés. Et la confusion qu'il y a en fait sur la critique qui est opérée en l'endroit d'Israël, qui est confondue avec la question de l'antisémitisme, elle vient de là. C'est-à-dire que beaucoup de gens comprennent que quand on critique Israël, ils le font avec beaucoup de mauvaise foi quand même, faut le dire, mais quand on critique Israël, ils pensent que ce qu'on rejette, c'est l'idée d'un foyer national juif. Mais le débat n'est pas là. Et moi, je le résume en une phrase. J'en veux à personne d'avoir, je le dis vraiment de façon solennelle en tant que palestinienne, j'en veux à personne d'avoir pensé la création d'un foyer national juif en Palestine mandataire. Par contre, j'en veux à tous ceux qui l'ont fait et qui continuent de le penser au détriment du peuple palestinien. Et en fait, le sujet, il est là. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir critiquer, et se lever quant au sacrifice qui est demandé depuis 75 ans au peuple palestinien, sans pour autant s'en prendre à des gens pour ce qu'ils sont.
Moi, je ne cible pas le régime israélien pour ce que sont les Israéliens, à savoir des Juifs. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est ce que font les Israéliens en Palestiniens. Le jour où on arrêtera la colonisation, l'occupation, l'apartheid, un génocide aujourd'hui, maintenant, il faut aussi le nommer, on pourra avancer. Et ça, c'est vrai que la confusion, elle vient aussi de ça, en fait, sur ce qu'est ce foyer national juif et les moyens qu'il a mis en œuvre pour exister au détriment du peuple palestinien. Et l'impossibilité de dire ce que tu dis médiatiquement aujourd'hui dans les médias traditionnels, quoi. C'est aussi ça, là, on est dans une situation de radicalisation des médias qui rend le truc presque impossible. Et on l'a vu, toi, tes apparitions médiatiques, notamment au moment où tu as rejoint la France Insoumise, c'était beaucoup d'accusations. Tu vois, moi, je me rappelle la question d'une solution à 2 États contre un État égalitaire pour tout le monde, etc., qui est, quand on vient de la gauche un peu plus radicale, la solution à un État était un peu devenue celle qui coulait de source, moi, qu'on m'a beaucoup expliqué, qui était logique. Et quand j'ai vu la réaction, moi j'ai été étonné en me disant ah mais oui, c'est vrai que on en est encore là, même discuter de cet idéal très lointain qu'on pourrait souhaiter de manière peut-être utopique, je sais pas, c'est déjà devenu, c'est impossible, quoi. On le voit sur l'annulation de la conférence aussi, le Parti socialiste qui sur un logo où c'est pas les bonnes, enfin tu vois, comment toi tu te sens par rapport, est-ce que tu sens qu'il y a un recul sur ce qui est possible de réclamer entre une position France Insoumise où ça doit se rendre compréhensible de tous et des positions peut-être plus radicales que tu as peut-être rejoint à l'époque, dans cet entre-deux, tu vois? Il y a 2 éléments sur ça. Le premier, c'est que en réalité, il y a énormément de paresse intellectuelle sur le sujet. C'est-à-dire que les commentateurs de ce sujet, pour beaucoup, ils n'ont que faire des travaux qui ont été produits sur les perspectives politiques. Et donc, on en vient en fait à fantasmer, à être dans le fantasme, quoi, très loin du réel, en fait, et très loin des aspirations du peuple palestinien et du peuple israélien. Et donc, ce que fait le PS, par exemple, c'est typiquement être dans cette posture de paresse intellectuelle, de cibler les uns et les autres pour la mauvaise formule, pour le mauvais logo. Ça, le truc de la solution à un État égalitaire, c'est l'effacement d'Israël, etc. Alors que c'est une revendication qui existe depuis 30 ans. Il y a des intellectuels comme Edouard Saïd qui était très très proche des Israéliens, qui est un grand intellectuel, un pionnier du postcolonialisme, qui à 30 ans écrivait déjà sur la perspective d'un État, c'est-à-dire une totale cohabitation entre Israéliens et Palestiniens avec reconnaissance des spécificités linguistiques et nationales pour les 2 peuples. Le deuxième élément sur la question d'un État, 2 États, il ne faut pas confondre 2 choses. Et c'est là où moi il y a une confusion peut-être dans ma parole, parce que je suis aujourd'hui à la fois une personnalité engagée en politique en France, mais je suis aussi une Palestinienne. Et donc il y a des moments où moi je parle en tant que Palestinienne, c'est-à-dire que je me projette au-delà de ce que la France pourrait faire, et il y a des moments où je suis aussi dans mon rôle politique. La France insoumise, elle est dans son rôle politique. Son rôle politique, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais je pense que c'est une bonne chose, l'a contraint à rester dans le droit international. Et donc le droit international, tout est fait politiquement, diplomatiquement, même là les plaidoiries qui ont été portées devant la Cour internationale de justice, c'est 2 États. C'est se référer aux résolutions des Nations Unies, c'est 2 États avec Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest comme capitale pour l'un et l'autre. Donc la France insoumise, elle ne peut pas sortir de ce cadre. Sinon on se discrédite aussi, parce qu'on ne peut pas d'un côté dire on veut le droit international pour tel sujet, et puis un autre aller au-delà de ce droit international. Maintenant, il y a une deuxième parole, qui peut être aussi la mienne, c'est de dire, moi, au-delà de ce droit international qui est effectivement un cadre et une boussole, à terme, un idéal, j'ai le droit de l'avoir, un idéal, à terme, un idéal que je porte, c'est celui d'une totale cohabitation. C'est-à-dire de considérer qu'en réalité, Palestiniens et Israéliens peuvent cohabiter sans qu'il y ait toute cette séparation. Et c'est déjà le cas en réalité en partie, parce qu'en Israël, je rappelle que 20% de la population est palestinienne. C'est-à-dire qu'une personne sur 5 en Israël, c'est en réalité un Palestinien qui a obtenu la citoyenneté par la suite. Donc,
voilà, il faut bien distinguer en gros ce qui peut être relevé d'un idéal en termes de perspective politique sur du long terme, et ensuite le pragmatisme politique de terrain qui nous permet d'avancer sur les nations, auprès des Nations Unies, auprès du Parlement européen, pour à minima la reconnaissance de l'État palestinien, qui permettrait au minimum, encore une fois, de mettre les Palestiniens à égalité des Israéliens. Mais je souhaite, vraiment du fond de mon cœur, que, à terme, Israéliens et Palestiniens, en tout cas sur les nouvelles générations qui arrivent, une perspective plus lointaine, qui est celle de la cohabitation, puisse être pensée. C'est ça. J'ai envie de revenir sur la question que tu as peut-être posée un peu trop vite tout à l'heure, mais sur la question de la récupération des quartiers, que tu serais utilisé comme ça par la France insoumise, qui serait électoraliste. Là, c'est ce qu'on entend dans la bouche de tous les éditorialistes. C'est mal me connaître, hein. Franchement, ouais. C'est mal me connaître. Non, pardon, je ris, mais parce que c'est nerveux. Mais c'est vraiment mal me connaître. Mais c'est pas possible, moi, de m'instrumentaliser. On peut projeter ce qu'on veut sur moi, mais on me fera pas dire ce que je ne veux pas dire, et on me fera pas faire ce que je veux pas faire. Mais l'accusation, elle est même plus large, parce que c'est la France insoumise elle-même qui ne parlerait de Palestine, ou ça que pour obtenir les voix des quartiers populaires, etc. Alors en plus, dans ce que tu disais justement en France Inter, c'est que c'est pas que les quartiers populaires qui s'intéressent à cette question, déjà. Et tout à fait. Et puis même là, je veux dire, je pense que les médias ne nous montrent pas en réalité ce qui se passe en termes de mobilisation sur la question palestinienne. Moi, je veux dire, l'essentiel des images de ces mobilisations, je les vois sur les réseaux sociaux, quoi. Et on voit vraiment partout en Europe et aux États-Unis, c'est encore plus important comme mouvement. Ce qui est encore plus fort aux États-Unis, c'est que c'est la communauté juive elle-même qui porte aussi ce sujet. Donc là, je pense à Jewish Voice for Peace, qui est une organisation qui a plus de followers que Biden sur Instagram. Non, mais je veux dire, ils ont un impact qui est incroyable. Et en France, on a aussi des mouvements juifs décoloniaux qui sont d'un courage, et vraiment, il faut les applaudir. Ils ont un courage qui est énorme. CEDEC, notamment. Voilà, qui font un travail qui est extraordinaire. L'Union des Juifs pour la paix aussi. Ouais. Non, mais pour moi, il y a en réalité une sensibilité sur la question palestinienne parce que c'est une cause qui est structurante, c'est une cause décoloniale, c'est une cause antiraciste, c'est une cause humanitaire, c'est une cause universelle. Je veux dire, on demande en réalité à ce que le peuple palestinien obtienne ce que vous avez tous ici, à savoir une identité qui est reconnue, une citoyenneté, parce que la citoyenneté, c'est quand même le début de la consécration de vos droits. Ensuite, on se bat pour que nos droits soient pleinement appliqués, pleinement respectés, et ça, c'est une bataille de tous les jours. Mais on ne peut pas, je veux dire, se situer dans le monde si on n'a pas de citoyenneté. Et les Palestiniens sont dans cette revendication d'avoir un État. Et moi, je le dis, et ça va peut-être en faire rire certains. Après qu'ils aient des problèmes, une fois qu'ils ont un État, moi, je suis d'accord pour que vous les laissiez tomber. Ils auront des problèmes entre eux. Il y aura des problèmes palestino-palestiniens, comme il y a des problèmes franco-français. Et puis, ils se débrouilleront et puis ils porteront eux-mêmes leur avenir. Et voilà. Mais là, ils ont besoin de nous. Mais comme n'importe quel peuple qui s'est battu pour son indépendance, qui s'est battu pour cette liberté-là, a eu besoin, à un moment donné, d'une mobilisation de tant d'autres êtres humains. Et nous avons une responsabilité. On a quelque chose, je veux dire, qui nous lie tous les uns aux autres, c'est cette humanité. Et cette cause, elle est profondément liée véritablement à une cause, à des revendications qui sont universelles, quoi, donc, à travers lesquelles on peut tous, en fait, se voir, se projeter. Et c'est très, très malhonnête de dire que c'est une cause communautaire. Déjà, c'est mal connaître la société palestinienne. La société palestinienne, elle est très diverse. Il y a une majorité de musulmans, mais c'est une communauté c'est une société dans laquelle il y a une communauté chrétienne qui est très importante. Il y avait aussi une communauté juive. Il y a beaucoup de témoignages de Palestiniens qui sont de confession juive, qui essayent un peu de remettre de la profondeur aussi dans ce débat. Il y a aussi des athées, des personnes qui veulent simplement exister en tant que sujet palestinien. Et donc, je suis vraiment, je me bats contre ces caricatures qui sont faites sur l'idée qu'après tout les Palestiniens seraient défendus que par des Arabes ou des musulmans, et c'est complètement faux sur les terrains en réalité.
Mais en plus, je trouve qu'il y a une ironie. Enfin, pour moi, ils prêtent leur vice aux autres parce que eux aussi font de la récupération politique. C'est d'ailleurs ce que dit par exemple Tzedek ou d'autres juifs décoloniaux, c'est qu'ils vont instrumentaliser l'antisémitisme afin d'être islamophobes ou justement anti-pro-palestinien, etc. Et ça se voit particulièrement parce qu'on a vu, par exemple, dans la marche pour l'antisémitisme, des gens, des partis qui ont clairement collaboré. Eh oui. De La quoi marche contre l'antisémitisme. Oui, c'est T'as vrai. dit pour. Ah oui. Oh. T'inquiète. Lui, il va me rajouter des problèmes ce soir. Aïe, aïe, aïe. Je vais me faire Ah, mais moi, je suis convoquer. Je vais y aller. Je suis là pour le rattraper. T'inquiète. Ah, mais ça, ce genre de truc, je me mélange tout Mais le temps. très bon c'est exemple. terrible. Très Mais bon oui, exemple. où on a l'extrême vu droite. des gens de partis qui ont collaboré. On a vu des anciens antisémites, voire même des gens qui sont et antisémites et pro-Israël. Donc il y a plein de choses comme ça qui se passent, qui sont absolument bizarres. Et c'est les premiers à parler de récupération, alors qu'ils le font immédiatement. Il y a eu une transformation de l'extrême droite qui était historiquement beaucoup plus antisémite ouvertement, qui je pense l'est toujours. Et là, ils se rendent compte qu'ils ont changé d'agenda, quoi. Donc ouais, moi je suis très d'accord que c'est eux qui récupèrent. Mais est-ce que c'est vraiment la question, c'est que le front est plus large que l'extrême droite, quoi. C'est ça qui est difficile, quoi. C'est que ça va jusqu'à Macron, ça va même jusqu'à certains à gauche parfois. On en a vu au PS, au Parti communiste, pas tous, pas toutes, mais voilà, quoi. Donc c'est difficile, quoi. Sur ce sujet, j'en parlais en plus avec un ami qui est dans la salle sur le pourquoi est-ce qu'en fait Israël a des soutiens de l'extrême droite, de régimes d'extrême droite, voire de groupes ou de groupuscules d'extrême droite. Là, vraiment, je vous recommande une lecture. C'est un article de Alain Grèche qui a documenté, l'article s'appelle de la colonisation à l'apartheid, et il cite justement des chercheurs israéliens qui ont documenté les raisons pour lesquelles Israël est soutenu par des régimes d'extrême droite. Ce qui peut paraître effectivement paradoxal, puisque ces régimes ou ces groupuscules sont fondamentalement antisémites. Ils le sont, ils l'ont toujours été, et je pense qu'ils le resteront. Il précise qu'il le projette en fait en Israël, il projette sur la société israélienne cette figure du colon, du suprémaciste. Et c'est des chercheurs israéliens qui sont cités dans cet article, dont je n'arrive pas à resituer le nom, qui documentent que en fait, ces groupuscules voient en fait en la société israélienne d'abord une société suprémaciste, une société qui entretient un narratif colonial, donc raciste aussi, et donc ça explique les ponts qui peuvent exister. Et je vais vous donner un exemple qui est assez dingue, qu'on connaît peu. Israël a été un des derniers pays à soutenir le régime ségrégationniste sud-africain. Mais quand je dis soutenir, c'est même militairement, sur plein d'accords qui ont permis à ce régime de se maintenir, même après les sanctions des Nations Unies, même après les demandes d'embargo, même après une forme de désolidarisation internationale du régime ségrégationniste sud-africain en Afrique du Sud. Eh bien, Israël faisait partie des derniers États alliés de ce régime. Et ça, c'est extrêmement intéressant à analyser. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, les plus gros soutiens d'Israël se basent aussi sur une idéologie qui est quand même une idéologie suprémaciste. Et j'ai eu l'occasion de le dire, Israël est malade de son colonialisme. Ceux qui pensent que sauver Israël, ceux qui pensent que continuer en fait à soutenir Israël dans sa forme actuelle, c'est-à-dire dans un régime colonial, d'occupation et de terreur à l'endroit des Palestiniens, de nettoyage ethnique qui est entretenu depuis 75 ans, mais ils se trompent. Il faut, si on veut que l'idée d'un foyer national juif survive, il faut se débarrasser de ce colonialisme. Et c'est là où, en fait, beaucoup de personnes se fourvoient en pensant que c'est comme ça qu'il faudrait soutenir Israël, parce qu'en réalité, ils ne font que pousser la société israélienne droit dans le mur. Et je crois qu'Israël connaîtra le même sort que l'Afrique du Sud de ségrégationniste, c'est-à-dire, et ça va être ce sur quoi je vais travailler au Parlement européen, je ne m'en cache pas, il faut qu'on avance sur des mesures qui isolent Israël sur le plan politique, diplomatique, économique. Et il n'y a que ça, il n'y a que ces sanctions, comme on l'a fait avec l'Afrique du Sud, qui permettra d'isoler en fait cet État dans sa politique et dans ses pratiques à l'endroit des Palestiniens, pour enfin avancer sur des perspectives de justice. Oui, c'est ça, ça veut dire revenir. Mais juste un truc avant.
Mais vas-y après. Il me montrait une question importante. Parce que pour l'instant, moi j'ai l'impression que Israël, pour les sauver, sortir de cet état d'état colon, mais que pour l'instant, il est vu par ceux qui les soutiennent comme l'avant-poste de la colonisation occidentale, un avant-poste de l'impérialisme, etc. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment deux visions du monde qui s'opposent et l'Occident instrumentalise Israël pour ses velléités colonisatrices, etc. Donc en fait, là, c'est aussi pour ça que tu rappelles pourquoi les élections européennes et pourquoi parce que l'Europe est aussi l'avant-garde de l'impérialisme et il faut pas l'oublier. Et c'est pour ça que c'est intéressant que les gens, parce que des fois on peut se dire c'est bizarre aller aux européennes, pourquoi, tu vois, il y a un truc même à gauche, c'est pas les élections préférées, tu vois. C'est un peu en mode dans les européennes, j'ai un peu la flemme, mais c'est important d'y aller, d'aller voter le 9 juin. Hein. Voilà. Faut s'inscrire surtout parce qu'il y a plein de personnes qui sont peut-être pas inscrites. Qui n'est pas inscrit ici. Il reste 2 jours pour s'inscrire. Ils sont tous. Ah non, arrêtez. Eh ben, vous allez dans ma bio Instagram, il y a le lien pour s'inscrire, c'est hyper important. On va vous attraper après là. On pourra pas se réveiller vous après. Forcer à le faire. À la sortie, il va y avoir un truc, un tuto. Non, et d'ailleurs justement, ça c'est une autre critique qui revient, c'est qu'évidemment, bon, en plus on est avec toi. T'es une figure, même peut-être malgré toi, mais devenue centrale autour de ça. Mais on voit cette critique dire ouais, mais bon, la France insoumise, c'est pas que les questions internationales, c'est aussi un programme sociétal, etc. Et donc, en tant que députée européenne, du coup, tu penses que tu vas pouvoir aussi agir sur les autres sujets? C'est aussi la volonté avec le reste du groupe? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, il y a une forme de cohérence sur ce qui est porté, parce qu'on ne peut pas venir rejoindre un parti juste parce qu'il y a 1, 2, 3 lignes dans un programme. Il y a un moment où il y a une forme de cohérence quand même avec ce qu'on porte, sur les idéaux qu'on défend, qui s'inscrivent à la fois sur le plan national, mais aussi sur le plan européen et aussi sur le plan international. Maintenant, moi, je trouve ça normal aussi d'arriver avec une forme de complémentarité. Et puis, franchement, il faudrait vraiment se prendre pour je ne sais qui, pour arriver dans une campagne, dire je maîtrise tous les sujets, je vais tout défendre, je vais tout éclater au Parlement. Non, je pense qu'il faut un peu d'humilité. En fait, c'est une liste, c'est aussi ça. Une liste au Parlement européen, c'est une complémentarité. Et on a sur cette liste des personnes qui sont plus techniques sur certains sujets que d'autres. Et donc, c'est normal qu'on ait, par exemple, je sais pas, Damien Carême, qui est essentiellement sur les questions d'exil, de migration, qui porte ça depuis des années, qui est l'ancien maire de Grande-Synthe, qui a énormément travaillé sur ce sujet, à la fois sur le plan national et aussi sur le plan européen. C'est normal qu'on ait, en fait, une complémentarité dans les parcours et qu'on ait Laïla Chabi qui porte la question de la protection des travailleurs des plateformes et qui a enfin obtenu gain de cause, qu'on ait Marina Mesure qui travaille qui est la première députée européenne qui a réuni plus de 32 syndicats pour défendre précisément les droits des travailleurs sur le plan européen. Donc tout ça, ça s'inscrit dans une forme de complémentarité. Moi, ce qui est sûr, c'est que j'arrive aussi avec mon parcours, avec ma formation. Je suis juriste en droit international. J'ai essentiellement travaillé sur les questions des droits humains et la question des réfugiés, et plus précisément sur la question des camps, puisque j'ai fondé l'Observatoire des camps de réfugiés qui travaille à documenter et visibiliser les camps à travers le monde. Et j'arrive aussi avec le sujet palestinien, mais ça, j'ai besoin de l'assumer, en fait. Il faut l'assumer jusqu'au bout quand on porte un combat. On n'a jamais fait de procès à Glucksmann, qui a porté, et à juste titre, la question du génocide des Ouïghours pendant des années au Parlement européen. Et moi, j'ai fait partie de ceux des jeunes qui, à un moment donné, commençaient à être sensibilisés sur ce sujet à travers les réseaux sociaux, à travers ces prises de parole au Parlement européen. Et je me suis mobilisée à mon échelle. Mais personne ne lui a reproché d'avoir dédié 3 ans de son mandat ou des années de son mandat à rejoindre la Commission des droits humains, à porter ce sujet en priorité et vraiment de faire des rapports dessus, de travailler toutes les mesures qui permettaient d'avancer sur ce sujet. Donc je ne comprends pas pourquoi on me fait ce procès, puisqu'on est dans un contexte qui est encore plus lourd. On a 75 ans de passif, il y a les pires crimes qui sont documentés, l'apartheid, la colonisation, l'occupation, maintenant les génocides, avec véritablement un risque de disparition du sujet politique palestinien. Et dernier élément, l'Europe est complice, mais à tout point de vue, c'est-à-dire que la Palestine est plus un sujet européen que la question des Ouïghours, même si je considère, parce que je défends la question des droits humains, que
toute population, tout peuple qui est persécuté pour ce qu'il est doit être défendu partout où on peut le défendre. Donc il faut se saisir de ces tribunes et je le reprocherai pas. Faire les deux de toute façon. Voilà, c'est Oui, ça. mais il faut arrêter avec cette hypocrisie qui est faite aux défenseurs de la question palestinienne en disant attendez, c'est pas un sujet européen, il n'est pas central et il n'est pas prioritaire. Moi, je dis qu'il est central, qu'il est européen, qu'il est prioritaire et il s'inscrit dans la défense plus globale de la question des droits humains. Donc j'assume de le porter jusqu'au bout. Ouais, puis après, on conclut. Une dernière question, après avant de conclure, parce qu'il faut que tu t'en ailles. Ouais, t'es je très suis occupé. Désolée, j'aurais Ouais. adoré faire la soirée avec vous, mais j'ai une bonne... Merci. Merci beaucoup, mais c'est même pas pour mon anniv que je pars. C'est demain en fait. C'est demain mon anniv, mais je pars parce que là j'ai le bracelet de ce soir et là j'ai le bracelet pour le concert de Kerry James et je dois lire un texte à son concert pour introduire des chansons sur la question palestinienne. Donc je dois décoller pour rejoindre ce deuxième événement, mais c'est pour la bonne cause. Donc Quelle vie de star. Hein. Ah ouais, c'est clair. T'avais quoi en dernière question, toi? Et toi, non? Non? J'ai plus de questions. Ouais, moi. c'est moi. Moi, je crois que j'ai fait le tour, moi. Moi, j'ai fait le tour. Hein. Là, parce que là, sinon, les autres trucs, ça va prendre 2 heures. Donc. Attends, on sait jamais. Non, bah attends, moi j'ai une question plus légère, sinon je suis un peu obligé d'en parler, je suis désolé. Mais t'aimes bien la mode, non? pourquoi tu me dis ça? C'est pour me Parce banner? que à chaque fois, et je pense qu'il y en a plein qui l'ont remarqué ici, et je suis pas le seul. Ouais. Mais notamment, on a tous eu une sorte de veste en Ah kéké. Oui. Ouais, mais alors cette veste, c'est pas parce que je suis pas fan de la mode, mais c'est juste que cette veste-là, pour ceux qui l'ont pas vue, c'est une veste qui a été faite par GmbH, qui est une marque qui a voulu mettre à l'honneur pour la Fashion Week la question palestinienne. Et ils ont fait quelques pièces uniques avec notamment des vestes noires, vertes et rouges pour reprendre le drapeau, les couleurs du drapeau palestinien, avec des kéfiers qui ont été faits dans le camp de Jalash, qui est un camp qui accueille que des Gazaouis en Jordanie. Et donc, ils ont travaillé avec vraiment des artisans de ces camps pour pouvoir présenter ces vestes. Et du coup, j'ai pu en avoir une. Et elle est trop C'est belle, lui. non? Ouais, voilà, c'est lui le fan de mode en vrai qui voulait en parler. C'est Ouais, ça la genre, vérité. En fait, il la veut, la veste, c'est pour ça qu'il... C'est ça, Il y a exactement. moyen, mais après, elle te va beaucoup mieux, je pense. Sincèrement. Exactement. C'est clair. Mais moi, je pense que, écoute, Moi, sinon, pas j'ai mal, un hein. petit cadeau en vrai. bah ouais, c'est Je là, sais que c'est c'est le moment, demain le chat- l'anniversaire. Demain, ouais. Notre chat a comploté. Est-ce que j'irai Ça pas s'est le ça s'est chercher là? réuni pour dire c'est l'anniversaire de Rima quand Ça me même. touche. Ça serait quand même bien de réussir Vous à allez lui me faire trouver un chialer, truc. là, avant Donc que je avant de t'enfuir, quand même, vous pouvez, tu peux remercier le chat qui est là Merci. physiquement, même si ça se Merci trouve il n'y en a aucun beaucoup. qui a participé. Merci. Voilà. Et je sais que de leur part, voilà, il y a des chocolats. C'est pour déjà pour ton anniversaire. Besoin des chocolats, là, ça me remonte C'est le un moral. bouquet. Ensemble. Exactement, ouais, c'est ça. De la part de notre Merci. chat. Ouais. Merci vraiment du fond du cœur, ça me touche énormément. Merci. Et Mais surtout en ce moment, parce qu'il y a peu d'endroits hyper safe comme ça où on peut sentir en famille et ça me touche énormément. Merci. ouais. Merci beaucoup, merci. Bravo. Et je pense que je parle en leur nom, mais c'est pour te remercier de tous les combats, pour tout ce que tu subis aussi en termes de harcèlement, d'attaques politiques. Je pense qu'on est tous d'accord. Merci Rima. Merci beaucoup, bravo. Et t'inquiète, t'es pas en retard. T'inquiète, on a fait vite.